Vous savez, lorsque l'humain, c'est de nature humaine, hein, est dans une forme d'impasse, il cherche des subterfuges pour s'en sortir de cette impasse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'instinct de survie. Alors, je suis en France depuis 5 ans, et ben ces 5 ans de ma vie que j'ai hypothéqués, je prendrai l'occasion qui se présentera à moi, avec conviction ou pas. Je prends l'exemple toujours de couple d'une jeune demoiselle avec qui je n'ai aucune projection de vie. Aucune projection de vie. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en couple avec elle. J'atteins mon objectif, c'est-à-dire avoir des papiers. Même si je lui ai fait un enfant derrière, je vais quitter la personne parce que ce sont les conditions de régularisation qui ont été tellement difficiles. Finalement, il y a l'instinct de survie qui est là. Et on déploie, comme un désespéré, la dernière énergie mais bien sûr. pour arriver à avoir le sésame. Entretien du jour, chers téléspectateurs, nous sommes dans Entretien du jour pour rencontrer un immigré qui raconte dans un livre son parcours d'immigré et surtout sa résilience. Par rapport à quoi il nous le dira. Il s'appelle Wesman Bijou Sinald et il est auteur, bien entendu, de L'immigré raconte. Voici votre livre, L'immigré raconte, qui se trouve sur toutes les plateformes de vente. Et il nous dira qu'est-ce que c'est que la loi dans la réalité du migrant, le migrant et la réalité de la réalité du migrant. Voilà ce qu'il nous dira. Voilà donc, Wes, sans plus tarder, votre livre, c'est la loi, le migrant et la réalité. Et donc, l'immigré raconte. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez, quel lien faites-vous par rapport aux migrants et à la loi? Alors, il faut déjà commencer par dire, je tiens déjà à vous remercier pour cette invitation, c'est un honneur de me retrouver sur votre plateau. Pour commencer, il faut dire que c'est parti d'un vécu personnel, parce que je raconte pas que mon histoire, mais à travers ce livre, je raconte l'histoire de milliers de personnes qui s'y retrouvent. Pourquoi la loi, le migrant et la réalité? C'est simplement pour montrer que le migrant est en effet pris en étau entre ces deux mondes, entre la loi et la réalité. Il y a le migrant au centre qui est obligé de faire face à des lois qui ne sont pas applicables telles qu'elles devraient l'être. Il y a une véritable disparité entre certaines lois et leur application dans les administrations. Et ben, qui en pâtit? Et ben, ce sont bien les migrants. Un exemple concret? Écoutez, un exemple concret pour ne pas revenir dans l'actualité. On va rester sur le passé avec, pour parler de la circulaire Valls de 2012 par exemple, qui disposait effectivement dans cette circulaire, il était établi que lorsqu'une personne réside en France pendant 5 années consécutives, avec effectivement des preuves de scolarisation d'enfants, pouvait bénéficier d'un titre de séjour. Mais il y a eu un autre circulaire qui contredit. C'est la nouvelle circulaire Valls, Retailleau, pardon. C'est la nouvelle circulaire Retailleau qui prolonge, qui rallonge, pardon, ces 5 ans à 7 ans. Il ramène à 7 ans, c'est encore plus difficile, d'autant plus qu'il faut ramener des preuves solides de travail. Il faut avoir vécu 7 ans pour espérer, être régularisé ou du moins que le dossier soit regardable. Exactement. Et parfois, même lorsqu'on a rempli toutes ces conditions-là, on n'est pas toujours régularisé. Et c'est ça les disparités dont on évoque. Alors vous allez aller dans une préfecture où effectivement, une fois que vous avez rempli ces critères-là, vous avez ramené tout ce qui vous est demandé, vous êtes régularisé. Dans d'autres, on vous demandera d'autres documents. On vous demande parfois sur la question, lorsque vous êtes parent d'enfants français, on vous demande des preuves, effectivement, de la prise en charge de cet enfant, que vous vous en occupez correctement. Mais vous savez, vous attendez un rendez-vous, vous l'avez après beaucoup de temps, cet enfant est né il y a déjà 1 an, on vous demande des preuves sur 1 an parfois, ce que vous n'êtes pas toujours en mesure de ramener auprès des administrations. Ça reste tout de même compliqué et ça n'est pas appliqué comme la loi le voudrait. D'ici là, espérons seulement qu'on ne nous demande pas
les factures de nos chaussures ou des boîtes de conserve que nous achetons dans les supermarchés. J'espère que ça n'arrivera pas. Bon, toujours autour du migrant, le migrant qui raconte, qui est vous, vous dites dans votre, vous posez la question de savoir qu'est-ce que le migrant? Eh ben, le migrant, c'est, comme on le sait tous, hein, ce sont, ou les migrants, si vous voulez, ce sont ces gens qui quittent leur pays d'origine, pour diverses raisons, pour des raisons climatiques, on en parle de plus en plus, pour des raisons économiques, pour des raisons d'une meilleure vie aussi. Ce sont effectivement pour la ces gentrification aussi, non? En effet, pour le travail, il faut dire des choses comme ça. Donc ce sont des raisons multiples et variées qui engendrent effectivement ces questions de migration. Et puisqu'on parle du migrant, il faut évidemment parler de loi. La loi, c'est quoi dans ce contexte de ce livre L'immigré raconte? C'est cet ensemble de règles effectivement établies par une autorité souveraine auxquelles les populations doivent s'y conformer. Et la réalité, c'est, dans ce contexte-là, l'expérience vécue par les migrants. Alors, quand on quitte là, vous dites qu'il y a une réalité entre le migrant et la loi. C'est ça. Quelle est la réalité qui se trouve entre les deux? La réalité, elle est toute simple. La réalité, c'est qu'il y a une loi. Puisqu'on parlait de loi, il y a des lois qui sont établies qui disent, par exemple, pour revenir encore, puisqu'il s'agit de ces deux circulaires, entre celle de Valls qui s'est vu battre en brèche par la nouvelle de Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur, ces circulaires qui sont tout à fait claires, hein, qui ont des dispositions, notamment la résidence continue sur 5 ans, maintenant c'est 7 ans avec, je le disais à l'instant, c'est 7 ans avec Bruno Retailleau. La scolarisation des enfants, l'épreuve d'intégration et de la langue française, c'est-à-dire prouver que vous parlez français. Tout ça, lorsque vous les avez remplis, vous n'êtes pas toujours sûr d'être régularisé. C'est ça. Toute la difficulté que rencontrent aujourd'hui les migrants. Tout comme lorsque vous êtes marié à une femme, à une Française, vous êtes obligé d'attendre 5 ans. Avant donc c'est dans ce contexte-là que vous dites qu'il y a une incohérence administrative. Oui, parce que pour moi ça devait être de facto. Le cas, par exemple, des titres de séjour et le chantage dont le couple, quand on est marié à quelqu'un détentrice de titre ou de nationalité française, il y a un chantage. Quel est ce type de chantage? Alors, vous devez rester... Et qui le subit? Alors là, c'est dans le cadre effectivement de nos communautés, et ça on le voit. Alors, et ça, loin de moi l'idée de jeter l'anathème aux femmes, mais ici je décris une vraie réalité. La réalité est que certaines femmes françaises, de nationalité française ou simplement françaises de souche, en couple avec des personnes sans papier ou n'étant pas en règle, pour dire les choses ainsi, vont débuter une union qui est fondée sur un réel amour. Au cours de leur union, ils vont se voir avoir des enfants et peut-être même en arriver jusqu'au mariage, mais au cours d'une union, on est des hommes, il peut arriver effectivement des réels conflits qui font que la seule chose qui s'impose, c'est la séparation. Ça sera par exemple celui qui n'a pas de papier dans le couple, donc en l'occurrence le monsieur, qui va décider de quitter son épouse. Et généralement, il y a un véritable chantage qui se fait par les dames. Encore une fois, je ne jette pas d'anathème aux dames, mais c'est simplement la réalité qui se voit arriver dans certaines préfectures ou dans les préfectures pour dénoncer la démarche de l'homme, dire que ce monsieur est resté avec moi 3 ans simplement dans le but d'avoir des papiers. Aujourd'hui, il veut divorcer. Mais ça remet en cause tout le processus ça remet en cause de régularisation. En effet. Et dans le livre... Du conjoint. Tout à fait. Et puisque dans le livre, j'ai pour preuve quelqu'un qui n'a pas voulu que je détaille effectivement, que je décline son identité, j'ai gardé le nom, j'ai mis Brice M. Monsieur Brice. Voilà. Je le dis parce que ce monsieur est resté, suite à cette situation, 2 ans. Alors qu'il est resté tout le temps qu'il a été avec... Il était admissible, mais pas admis. Belle formulation. Belle formulation. C'est simplement pour dire que là aussi, il y a un problème. Est-ce que la préfecture est le lieu où on doit aller effectivement dénoncer une personne? Il y a le juge des familles qui est là pour regarder ces questions sur l'angle du droit et décider si... il est question de retirer ou pas à ce monsieur les papiers. Mais derrière, il se passe quoi? Lorsque ce monsieur se voit retirer de ses papiers, donc perd son emploi,
ne peut plus s'occuper de ses enfants, même si derrière la séparation, il doit quand même derrière s'occuper de ses enfants. Ça devient un véritable drame. Donc derrière, les enfants en pâtissent. Et encore là, c'est une interpellation, parce qu'on envoie des lettres comme ça de dénonciation. Voilà, il est resté... Que les préfectures qui reçoivent ces documents les adressent véritablement aux juridictions compétentes pour que celles-ci puissent justement traiter la question. Alors, quand on va à la page 13 de votre livre, vous parlez de plaidoyer pour une application équitable. Une application équitable pour ne pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures sur les questions de régularisation, pour ne pas que chaque préfecture, chaque département fasse on va dire les choses comme ça, à sa sauce ou à son ressenti. Alors là, on va malheureusement encore pointer du doigt cette circulaire de Retailleau, puisqu'il laisse là aussi le libre arbitre au préfet de voir, même quand les conditions sont réunies, les 7 ans d'existence de résidence continue, c'est encore au préfet d'en juger la nécessité de donner ou de ne pas donner. Si sa femme ne lui a pas fait le petit déjeuner et qu'il est fâché ce jour-là, son humeur peut impacter sur sa décision, qui reste une décision de droit que lui a donné cette circulaire. Alors je dirais certainement pas jusque-là, mais c'est sûr que s'il n'en juge pas la nécessité d'accorder ou pas... Oui, mais c'est à l'humeur, finalement, on peut compter que ça puisse être aussi à l'humeur. Alors, une petite anecdote, L'indiscrétion, à la discrétion du préfet. Oui. Ça peut être à l'humeur du préfet. Je suis d'accord, ça peut, si ça joue sur son humeur et qu'il pense qu'il n'y a pas de nécessité à régulariser, il régularisera pas. Oui. J'en veux pour preuve une expérience, d'ailleurs il le dit dans les médias, partout il passe, Robert Ménard, un des maires d'hiver droite, qui que lui... Robert Ménard, oui, qui dit... C'est mon confrère journaliste qui était bon sur ce terrain-là, Reporters sans frontières, et qui a fait beaucoup d'émules, il a fait que beaucoup de jeunes se sont inspirés de lui pour être journaliste. Il est aujourd'hui maire. Être directeur de Reporters sans frontières, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est le gars qui compte le nombre d'élèves qui portent le nombre de musulmans et qu'il en a statistiques. Mais il le dit d'ailleurs, il refuse de marier un couple parce que le conjoint avait une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Il refuse, mais finalement, la justice lui a condamné suite à cette situation. Donc il le dit qu'il avait... Donc alors on n'est certainement pas sur le cadre de la préfecture, mais comme vous l'avez dit, si le préfet est de mauvaise humeur, il peut ne pas régulariser. Alors de l'impact sur la cohésion sociale à la responsabilité. Vous me donnez... c'est une bonne passe que vous faites là, parce que l'impact sur la cohésion sociale, qu'est-ce que cela engendre? Effectivement, ces situations-là engendrent plusieurs choses. Lorsque l'impact sur la cohésion sociale, vous savez, lorsque l'humain, c'est de nature humaine, et dans une forme d'impasse, il cherche des subterfuges pour s'en sortir de cette impasse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'instinct de survie. Alors, je suis en France depuis 5 ans, et ces 5 ans de ma vie que j'ai hypothéqués, je prendrai l'occasion qui se présentera à moi avec conviction ou pas. Je prends l'exemple toujours de couple d'une jeune demoiselle avec qui je n'ai aucune projection de vie. Aucune projection de vie. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en couple avec elle. J'atteins mon objectif, c'est-à-dire avoir des papiers. Même si je lui ai fait un enfant derrière, je vais quitter la personne parce que ce sont les conditions de régularisation qui ont été tellement difficiles. Finalement, il y a l'instinct de survie qui est là. Et on déploie, comme un désespéré, la dernière énergie mais bien sûr. Pour arriver à avoir le sésame. Mais il faut aller chercher le sésame, il faut aller chercher le Graal, il faut aller chercher le sésame. Et le titre de séjour, à ce moment, devient le sésame. Et on est prêt à tout, parfois, pour l'avoir. On est prêt à tout. On se dit, je vais me mettre là, je vais faire un enfant, sans réelle conviction, je vais avoir mon titre de séjour, je vais partir. Qu'est-ce que derrière ça cause? Une famille monoparentale, un enfant qui sera éduqué que par une maman, le papa ne sera pas absent, mais... La cause, elle vient d'où? Mais elle vient des difficultés de régularisation. Elle vient des administrateurs qui n'appliquent pas la loi comme il se doit.
Et tout ça, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis dans le livre, qui doit-on blâmer? L'administration, qui fait preuve parfois de léthargie, parce que les délais aussi sont très très lents. Avoir un rendez-vous, ce n'est pas quelque chose de simple. Lorsque c'est traité, c'est encore compliqué. Tout ça, c'est beaucoup de problèmes. L'administration qui fait preuve de léthargie, les lois qui sont assez parfois compliquées et qui ne sont pas appliquées réellement, parce que les gouvernants, à leur niveau, ils disent des choses, mais ils n'ont pas conscience de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et sur le terrain, c'est la réalité du migrant. Alors, vous accordez un bon chapitre sur la loi de l'asile immigration promulguée le 26 janvier 2024, c'est-à-dire il y a à peine un an. Oui. Et vous continuez sur une autre page en nous donnant la perception du racisme et la nécessité du discernement. C'est important. Dites-nous. C'est important. Pour commencer, on commencera forcément par la loi Asile-Immigration, celle du 26 janvier 2024, sous justement le gouvernement de Gabriel Attal. Cette loi qui prévoyait de pouvoir régulariser les personnes faisant des métiers en tension, notamment dans le bâtiment et autres. Ce livre, je l'ai fait, vous n'en doutez pas, avec plusieurs investigations. Seulement, vos investigations vont du plus simple au plus complexe, sinon au plus dangereux, parce qu'après, vous nous parlez des thèmes plus dangereux, hein, plus des sujets plus virulents, plus... Voilà. C'est ça le vécu du C'est-à-dire du ça migrant. va crescendo au lieu d'aller déchantant. Et là, vous nous parlez de l'immigration et criminalité, un amalgame dangereux. Mais très dangereux. Entretenu par les politiques. Très dangereux. On va y arriver. Et là, je disais, pour les métiers en tension, c'est sûr que ces personnes qui sont dans les métiers en tension ne sont pas forcément régularisées. Et ça, j'en veux pour preuve tous les témoignages qui ont conduit à cela. Mais effectivement, immigration et criminalité, un amalgame dangereux entretenu par les politiques, de se dire qu'à chaque fois qu'un crime est commis par une personne issue de l'immigration, on doit comme ça stigmatiser une minorité parce que une personne d'origine immigrée a commis un crime. J'en veux pour preuve récemment la mort de la jeune étudiante philippine qui a été assassinée tristement par un jeune ressortissant marocain qui était sous OQTF. Ce jeune n'avait rien à faire sur le territoire français, ça faut le dire. Il était sous OQTF. Donc, ce qui donne raison à Marine Le Pen lorsqu'elle dit que pas du tout. Les criminels, ce sont les étrangers. Ah non, c'est là où justement il y a amalgame. Il y a amalgame. Là, on doit plutôt commencer par parler du crime odieux. C'est sur la même ligne que celle devenue de Robert Ménard. Bah oui, un peu. Oui, ils sont tous sur cette ligne. Zemmour. Encore lui, on sait de quoi il est capable quand il parle du grand remplacement, quelque chose qui n'est même pas prouvé. Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, il n'y aura pas plus de personnes issues de l'immigration? Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Par contre, certaines personnes l'aspect démographique nous le dit. Hein. Ce n'est pas les autochtones d'ici, les Français des Chousses qui font les enfants. Hein. Ils sont une population vieillissante, oui. Alors que les immigrés, on a vu qu'ils peuvent faire 17, 24, 38 enfants. Vous savez, le taux de natalité en France est gravement en baisse. Vous le savez. De 2,1 à 1,2 environ. Si ceux issus de l'immigration n'en font pas, la France est vouée à la mort. Ouais, voilà pourquoi donc il faut en faire. Le grand remplacement de Zemmour, Zemmour a d'autant plus raison. Mais c'est pas sur cet angle qu'il voit le grand remplacement, lui. Il le voit sur un autre angle. Dire qu'effectivement, la population, la France va être remplacée par une population musulmane un peu plus, avec une culture plutôt musulmane. C'est sur cet angle plutôt que lui voit la question. Mais vous savez, quand on parle de criminalité, il y a eu et il y a souvent d'ailleurs des crimes qui font parler et qui sont médiatiquement répandus. Je vais parler de Jonathan Daval, je vais parler du crime de la petite Nordane Hollandais, de la petite Maëlys. Lorsqu'il y a encore récemment, Madame Pellico, ces actes odieux faits par son mari, lorsque c'est un Français de souche qui est à l'origine de ces crimes, on n'indexe pas le Français. On ne dit pas que le Français un tel l'a fait. On ne dit pas que c'est un acte terroriste quand c'est un certain type de population. Alors qu'est-ce que c'est que la terreur, faire du terrorisme? C'est s'aimer la terreur.
Alors qu'on peut être français terroriste et djihadiste et terroriste. Ça. Un djihadiste n'est pas forcément, sème forcément la terreur, mais n'importe qui peut être terroriste, même momentané. Exactement, et ça c'est encore une autre question, mais c'est surtout de se dire, lorsqu'il y a des crimes, ce n'est pas de pointer l'origine ou l'identité de l'origine, surtout de la personne. C'est de pouvoir trouver les mots pour qualifier le crime et sur les sanctions pour le punir. On ne peut pas stigmatiser toute une communauté au nom de ce qu'un homme a commis à un crime. Voilà. Alors, votre livre est très référencé. Quand vous quittez la place Beauvau, où vous pointez du doigt des fonctionnaires qui sont dans une complaisance qui va du spectacle à la stigmatisation, pour ensuite citer Serge Slama, professeur du droit public à l'université de Grenoble, qui dit qu'il y a 15 000 OQTF par an. Alors 150 000 à peu près. 150 000. J'ai divisé par 10. C'est ça. 150 000 OQTF par an, mais sur ce pointé par les différents ministres de l'Intérieur, il le dit, le professeur Serge Slama, que c'est seulement ces décisions visent entre 2 000 et 5 000 délinquants étrangers. Vous voyez que sur 150 000 OQTF, il n'y en a que 2 000 ou 5 000 à peu près qui visent les délinquants étrangers. Alors qu'on a l'impression que lorsque les gens arrivent à la place Beauvau, c'est du show politique qu'ils viennent faire. On se rappelle encore de Nicolas Sarkozy qui disait qu'on va nettoyer les quartiers avec le Karcher. On voit Bruno Retailleau qui... c'est ça, Bruno Retailleau qui dit on va régulariser au compte-gouttes. Une façon de réifier les immigrés. C'est comme si les immigrés devenaient des choses. On ne peut pas dire on va régulariser au compte-gouttes. Et ceux qui nécessitent d'être régularisés véritablement. Est-ce que dire que l'immigration n'est pas une chance, c'est stigmatisé? Voilà, justement, c'est ça, des notes dans votre livre qui vont dans le sens de... C'est ça. Qui sont un peu plus lumineuses, des notes plus lumineuses. Et là, vous dites que l'immigré rapporte davantage à l'État que ce qu'il ne coûte, selon l'OCDE. C'est ça. Selon l'organisme de coopération et de développement économique, donc l'OCDE. C'est pas ce qu'a dit, je vous le dis à l'oreille, je vous le souffle, c'est pas ce qu'a dit Théo tout dernièrement. Il a dit que l'immigration n'était pas une chance. Je pense qu'il voit mal l'immigration avec toute la bouteille, l'expérience qu'il a en politique. Je pense qu'il ne pouvait pas tenir de tels propos. Mais là, on le voit bien sur ce rapport de l'OCDE que les immigrés apportent environ 1,2% du PIB. Français, de par leurs cotisations, de par les impôts justement qu'ils payent, on voit que les immigrés rapportent à la France. Et ça, c'est un rapport officiel. Alors, si vous le reconnaissez, son caractère indéniable d'hospitalité à la France, mais vous recommandez quand même beaucoup de fermeté, mais à qui ? Vous savez, la France, la fermeté, ce n'est pas l'apanage d'une tendance politique de gauche ou de droite. Il faut la fermeté pour qu'une justice sociale, pour que l'égalité et pour que la solidarité se fassent dans les meilleures conditions. Je pense que la fermeté, elle doit se faire et s'appliquer, surtout lorsqu'on a en face des personnes qui marchent ou piétinent les lois françaises, ne respectent pas les lois et les valeurs de la République. Moi, je suis pour la fermeté face justement à ce genre d'attitude, des personnes qui ont justement une OQTF et qui ne veulent pas quitter le territoire, des personnes qui justement bafouent les lois de la République. Il faut de la fermeté face à ça, sinon on est dans une jungle. Jusqu'à la déchéance de la nationalité doit aller cette fermeté ? Je ne suis pas pour la déchéance de la nationalité. Je pense qu'on a une OQTF lorsqu'on n'est pas français. À partir du moment où la nationalité doit avoir un caractère sacré. Mais pouvoir en arriver jusqu'à une certaine déchéance comme le veut certains partis politiques, je ne suis pas pour la déchéance de la nationalité, mais je suis pour la fermeté, en effet. Ouais. Alors, Ousmane Bijou Sinald, votre livre contient des pages où on peut lire des noms des personnalités issues de la diversité qui ont été dans des fonctions ou dans des rôles très importants ici. En effet, oui. À qui parlez-vous quand vous les citez ?
Je parle... C'est desquels? Dites-nous quels. Déjà, quand je cite ces noms, pour moi, ce sont des références. Ce sont des personnes qui ont marqué d'une empreinte indélébile leur passage ici en France. Pour ceux qui exercent encore, pour ceux qui ont exercé, pour ceux qui exercent encore, ils marquent effectivement leur passage ici en France. Et dans les domaines divers et variés, je parle effectivement du domaine de la médecine, du professeur Mimoun, je parle effectivement, ça c'est pour le compte de l'immigration, je parle de Nagui, des acteurs du monde ou du microcosme médiatique français qui marquent nos esprits et qui ont marqué nos esprits à tout jamais. Je parle pour la diversité, je parle de Claudicia, dans ce livre, j'ai fait mention de Claudicia avec Couleur tropicale, qui continue à être une voix qui porte justement le sport, on le voit, on n'a même plus besoin de parler. Kylian Mbappé qui continue à faire rêver les gamins tous les jours. Zinedine Zidane, qui pour moi, quand je grandissais, c'était vraiment mon idole. Il y en a dans tous les domaines. Il y en a Nakamura, dans le domaine de la musique, même si encore, pour cette jeune demoiselle qui fait énormément de choses pour la France, on continue à tirer à boulet rouge sur elle. Vous voyez, une grosse banderole, c'est pas le Mali, la France. Vous voyez, des actes comme ça. Oui, mais il y a eu des cris de singe sur nos stades et consorts. Voilà, donc on a parlé de la loi, le migrant et la réalité. Un livre de Westman Bijou Simald et qui est titré en grand caractère « L'immigré raconte ». En effet. Donc je crois que c'est un livre qui a beaucoup de références. C'est quasi un essai, même si ce n'est que sur moins de 100 pages. Exactement. C'est quasiment un essai, il y a beaucoup de références pour tout savoir sur la vie d'un immigré en France, le parcours son parcours de combattant et les humiliations qu'il subit, et puis des recommandations de part et d'autre pour que les fonctionnaires de l'État, les accompagnateurs et le migré lui-même puissent faire leur résilience. Exactement. Je crois que il y a beaucoup de la résilience de ce livre, nous l'évoquerons une autre fois et que ça puisse être, pour que ça puisse être une émission à part entière. Donc voici Westman Bijou Simald, auteur de L'immigré raconte.